Bonjour et bienvenue à l'événement en ligne Feel Good, l'événement gratuit qui nous rassemble autour de notre bien-être en famille. Au programme, des spécialistes triés sur le volet qui vous proposent du contenu gratuit, des solutions concrètes aux petits tracas du quotidien, un grain de folie, des moments cocooning et du fun. Je m'appelle Céline Zemanzik, je suis consultante en éducation pour les parents d'enfants potentiels et je co-organise l'événement avec Graziella Job et Estelle Julien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer la table ronde sur la littérature jeunesse et de vous présenter nos intervenants qui vont eux-mêmes se présenter d'ailleurs. Donc, Aurore? Alors, donc, moi, je m'appelle Aurore. À la base, je suis éducatrice de jeunes enfants et je crée avec Ariane Joutard Paris la plateforme Kids, qui est une plateforme destinée aux familles qui propose plusieurs services, dont une bibliothèque enfance et jeunesse qui est en accès libre pour toutes les familles. Merci Aurore. Catherine? Alors, bonjour, moi c'est Catherine Alibert. Alors, j'aime me définir comme une exploratrice de la langue française. En effet, je propose des activités autour de l'écriture pour les enfants, pour les amener finalement à aimer le français, à se réconcilier parfois avec le français aussi, parce qu'ils sont fâchés. Voilà, donc ça, je suis formatrice donc indépendante. C'est ce que je fais de jour, j'ai envie de dire. Et puis la nuit, cachée, un petit peu comme les super-héros. Je suis aussi autrice. Je viens d'écrire un livre, en fait, de sortir un livre qui s'appelle La fille de l'empereur. Et donc, du coup, voilà. Et je suis une passionnée de la littérature pré-ado, ado et young adult. Donc, voilà, c'est aussi pour ça que j'étais complètement intéressée par cette table ronde. Merci de l'invitation, en tout cas. Merci Catherine. Élodie, qui est Oui, avec nous mais qui bonjour. n'a pas de caméra. On va me voir avec la photo. Oui, Oui. bonjour. Donc, merci beaucoup, Céline, pour cette invitation. J'ai trouvé ça passionnant, tout ce que tu proposais. Enfin, voilà, la possibilité de discuter malgré la période totalement anxiogène pour nous tous. Mais justement, on transforme, on positivise. Donc, je me présente Élodie Avati. Donc, au départ, je suis orthophoniste, atypique et de terrain aussi. J'aime bien le dire parce que je fais des expériences avec les enfants. J'ai travaillé beaucoup aussi avec l'adulte. J'ai fait un mémoire sur beaucoup d'années concernant la mise en place d'un mode de lecture qui serait différent mais adapté à des personnes qui ne pourraient plus lire ou qui seraient en réhabilitation après un accident de lecture. Et donc cette méthode est tout à fait applicable aussi à des enfants, des plus jeunes, voilà, qui auraient des difficultés aussi d'apprentissage. Donc j'ai cette casquette d'orthophoniste, moi, un métier passion. Je suis également autrice et illustratrice et animatrice philo. Et je suis aussi cofondatrice d'une maison d'édition depuis une petite année, voilà, donc qui se développe doucement, mais de façon très sympathique. On est heureusement surpris. Voilà pour résumer. C'est difficile de résumer. Je m'excuse si je suis un peu longue. Merci beaucoup Élodie. De rien. Isabelle, à toi? Bonjour à tous et aussi merci pour l'invitation. Alors, moi, je suis plutôt une exploratrice de l'imaginaire. Je suis professeure de théâtre. J'anime donc des ateliers de théâtre pour les enfants de 3 à 77 ans depuis plusieurs années maintenant. J'ai développé une démarche pédagogique autour du livre et de la pratique théâtrale pour les tout petits que je suis en train d'écrire. Car j'ai envie de transmettre cette pédagogie que j'ai explorée pendant toutes ces années. J'ai également créé ma structure qui était au départ une librairie jeunesse avec des ateliers d'expression artistique autour du livre qui s'appelle l'Attrape-Nuage, qui a fermé ses portes en juillet dernier, mais qui continue de vivre de façon nomade. Donc maintenant, on continue notre aventure, mais sans avoir un ancrage quelque part, mais partout en fait. Comme ça, on va explorer les imaginaires dans d'autres villes aussi, puisqu'on est en train de mettre en place des ateliers aussi à Lyon. Voilà. Merci Très Isabelle. bien. Ça m'intéresse beaucoup. Bon, bah tant mieux. Mais c'est très chouette. Et Michael? Alors bonjour à tous, je suis Mickaël Brarnaud et je suis le créateur de la librairie Le Renard Doré qui se trouve à Paris dans le 5e arrondissement. C'est une librairie qui est spécialisée manga et littérature japonaise et je suis parallèlement en train de publier aussi un livre pour la jeunesse à l'école des loisirs qui aura pour vocation d'expliquer la maladie d'Alzheimer aux enfants de 9 à 12 ans. Voilà. Merci beaucoup Michael. Et donc je vais
commencer. Donc, nous allons échanger autour des questions que les parents nous ont préalablement posées, envoyées. Donc, la première question. Comment faire aimer la lecture aux enfants? Aurore. Alors, donc moi, je pense que l'accès au livre ne dépend vraiment pas de l'âge des tout petits. Il faut leur faire découvrir le livre dès le plus jeune âge. À partir de 3 mois, je pense qu'un enfant est en capacité de découvrir le livre. Alors, au début, bien sûr, ça va être plutôt par l'exploration. Il va toucher, il va tourner les pages, il va regarder les illustrations. Mais je pense qu'en désacralisant le livre, tout petit, ça permet à l'enfant du coup de s'intéresser à la lecture en fait pour plus tard. Après, il faut aussi en tant que parent accepter aussi que le livre soit parfois un petit peu mâchouillé, abîmé. C'est pas toujours évident de l'accepter, donc il faut aussi apprendre à l'enfant bien sûr qu'un livre c'est fragile, qu'il faut y faire attention. Mais en tout cas, je pense que voilà, dès le plus jeune âge, il faut en tout cas mettre les livres dans les mains des enfants. Merci Aurore. Voilà. À toi Catherine. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord. Je rajouterais qu'il faut à tout prix éviter la contrainte. C'est-à-dire que parfois, on a cette pression, il faut que mon enfant, il sache lire à tel âge. Et donc, on va leur coller des livres dans les mains et puis il va falloir vraiment qu'ils s'appliquent, etc. Donc, il y a cette contrainte qui parfois peut être complètement contre-productive et l'enfant va rejeter le livre parce qu'il y a cette contrainte. Donc, l'idée, c'est plutôt de les amener à lire en les amenant par l'histoire. Les histoires sont absolument fabuleuses, merveilleuses. Elles font appel à l'imagination. Et de par ce biais, en fait, on arrive à les faire lire par eux-mêmes. Et je pense que c'est plus comme ça qu'on arrive, en fait, à leur faire aimer la lecture. Et puis, une autre chose aussi qui est important à mes yeux, c'est de leur donner l'exemple. C'est-à-dire que quand un parent lit déjà et qu'il voit que le parent lit, ça peut être un journal, ça peut être un magazine, ça peut être un livre, mais en tout cas, il y a déjà cette vision du lecteur, eh bien, l'enfant est inspiré finalement et il a envie de faire pareil. Donc ça aussi, c'est quelque chose, par l'exemple, c'est vraiment quelque chose d'important à mon sens. Voilà. Merci Catherine. Isabelle, à toi. Eh ben moi, je pense que la première chose que je dirais, c'est le lien qui s'instaure avec le livre. Je crois qu'un enfant, il va aimer lire s'il a un rendez-vous avec le livre. Et le rendez-vous avec le livre, il se fait déjà avec l'adulte. Donc je crois que déjà dès le plus jeune âge, si l'enfant contacte ces différents moments dans la journée et il comprend que finalement le livre est aussi un moyen de rentrer en contact avec l'autre, et en l'occurrence ses parents, ça va forcément lui donner envie d'aller vers le livre, puisqu'il aura envie de voir sa relation s'épanouir avec ses parents, et pareil pour les parents d'ailleurs. Donc je crois que le livre, c'est d'abord instaurer un rituel, un moment à partager pour donner l'envie à l'enfant de le faire aussi plus tard, ce rendez-vous. Merci beaucoup Isabelle. Michael. On a eu Elodie ou Alors Non, Elodie, j'écoute, je suis oui, là. c'est à la fin, Oui. c'est ça. Je vous en prie, Michael, allez-y. J'y vais. Alors, pour moi, c'est vrai que en tant qu'ancien psychologue aussi, je me disais que le livre, il y avait tout un travail sur la représentation du livre. Et c'est vrai que vous l'avez dit plus tôt, c'est vrai que le livre ne doit pas être quelque chose de sacré. Souvent, les livres sont placés sur les étagères, ils sont rendus peut-être inaccessibles parce qu'on n'a pas envie effectivement qu'ils s'abîment ou parce que on aime bien avoir une jolie bibliothèque chez soi. Et c'est vrai que c'est bien que le livre soit partout, que le livre soit sur table, que le livre soit au sol, que le livre soit vraiment accessible aux enfants. Ensuite, je pense que il y a quelque chose d'important aussi, et c'est de sortir ce livre, de ne pas le traiter comme on pourrait traiter un jouet, qu'on pourrait traiter quelque chose qui fasse partie d'un système de punition, de récompense, de dire voilà, tu ne peux pas lire si tu n'as pas de bonnes notes, ou tu ne peux pas lire parce que tu as fait une bêtise, parce que ce livre, il est censé être, c'est un objet culturel, c'est un objet de transmission, et s'il rentre dans ce système-là, je trouve que c'est un peu récompense oui, punition non. Et enfin, pour moi, c'est les thématiques. Un enfant a des passions, même si c'est des passions on ne peut pas toujours comprendre. C'est vrai que même pour moi, qui aujourd'hui ai 34 ans, qui était
de la génération geek au tout départ, eh ben, il y a des trucs aujourd'hui, je ne comprends plus. Minecraft, je ne comprends plus. Pokémon, j'ai suivi, je ne suis plus. Mais c'est une source de création. Il y a des auteurs qui écrivent, qui font des livres en dehors de tout le côté merchandising et qui peuvent permettre, par ces thématiques-là, d'arriver à la lecture de manière un peu différente. Merci, Michael. Et Elodie avait un avis un peu différent, c'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin. Oui, alors c'est gentil. Oui, différent, je sais pas. Moi, je suis preneuse de tous les avis. C'est tellement complexe comme question que ça peut pas se résumer à une seule réponse. C'est évident. Sinon, il y aurait pas tant de parents plus intelligents que vous et moi réunis qui ne peuvent pas y répondre. Moi, je suis plutôt dans une démarche voilà, qui va avec mes formations, tout ça que j'ai rajouté au corps commun de ma formation initiale, notamment la formation Claude Chassani, de pouvoir de réparation des mots MAUX par les mots MOTS de l'enfant. Donc, c'est vrai que je vois que quand moi je reçois un enfant ou que je prends un groupe, parce que je fais aussi des ateliers d'écriture, le plus dur, c'est de déclencher ce premier geste scripteur, que l'enfant rentre dans ce désir de poser sur le papier son premier mot, qui est en fait toujours son premier mot, de toute façon, sa première souffrance ou sa première joie. C'est pas question, il n'y a pas que des enfants qui sont en difficulté, en souffrance, voilà, c'est pas aussi simple non plus, mais voilà, par rapport à ce ce qu'on dit Isabelle et puis Michael, en dernier lieu, surtout Michael, ça fait vraiment un grand écho. Moi, ça dépend vraiment du désir de l'enfant. Et le désir de l'enfant, il y a le lien, c'est vrai, qui est créé avec le parent. Il y a le modèle, mais j'y crois pas trop que le parent a donné. C'est mieux parce que ça va être un milieu porteur. Mais il y a des enfants qui sont dans des milieux où le parent lit beaucoup, qui finalement ne lisent pas parce qu'ils font une opposition, parce qu'il y a une pression parentale, parce qu'il y a une pression souvent des institutions, hein, voilà, de la façon dont on enseigne à l'enfant, dans quelle école il est. Enfin voilà, bref, il y a beaucoup de choses qui sont en jeu. Donc en fait, ça revient toujours comment débloquer ce désir, comment faire en sorte que l'enfant il ait déjà envie de déposer sa première trace pour aller chercher un livre, parce que ça se passe toujours dans ce sens. L'enfant il commence à faire des traces avec son caca, avec son pipi, des fois sur le mur, des fois ça énerve les parents pour ceux qui ont des enfants ici. Mais en fait, ça se passe toujours de la même façon. Après, c'est la première trace de la peinture. Après, il ouvre un cercle. Après, il le referme. Voilà, ce sont les stades. Mais finalement, il faut poser sa première trace. Donc, on est déjà dans le premier désir d'existence qu'après, on va transférer à l'envie d'ouvrir un livre. Alors, c'est vrai qu'après, le parent, il va dire, super, ce livre, il est pile pour mon enfant. L'enfant, il va prendre et le jeter. Il va dire, caca, non, j'ai pas envie du tout, c'est nul ton truc, ou si c'est un tout petit. Il faut accepter, c'est vrai, ce refus, ce rejet. Sinon, il n'y a pas l'espace pour que l'enfant puisse choisir. Donc, vous voyez, la réponse est vaste et je ne peux pas emmener de réponse précise parce qu'il n'y en a pas. La seule chose la plus précise que je peux donner avec ce que je suis, c'est est-ce que l'enfant a envie d'ouvrir un livre et ce livre-là en particulier et ne pas le braquer, même à l'école finalement, s'il ne veut pas. C'est la meilleure façon qu'il ne lise jamais. Jamais rien. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Elodie. Alors, je passe à la deuxième question. À partir de quel âge introduire les méchants, donc loups, ogres, hommes, sans risquer une grande peur pour nos enfants? Catherine? Alors moi, je trouve que c'est extrêmement difficile à répondre parce que pour moi, il y a pas d'âge précis parce que la peur, on en a. Enfin, il y a des peurs à chaque stade, à chaque âge. Et puis, un enfant, il peut avoir ses propres peurs, des peurs que nous, on ne comprend pas. Je me souviens d'un enfant qui avait peur de la couleur orange. Bon, voilà comment je fais. Je vais éviter les livres avec la couleur orange. Non, l'idée, je pense que c'est aussi d'accompagner l'enfant, de le faire s'exprimer sur sa peur. Et puis, il faut aussi voir que le livre, ça peut être aussi une manière d'aborder finalement la peur et de surmonter la peur. Parce que finalement, si je montre un grand méchant loup, je peux refermer le livre et je suis en sécurité. Il y a ce côté-là où je l'imagine, mais je suis en sécurité. Donc, ça permet aussi d'approcher de ces peurs, mais dans un lieu ouais, sûr. Voilà. Merci, Catherine. Elodie? Oui. Je vais essayer d'être plus brève.
Oui, bah écoutez, moi je trouve que ça dépend de l'enfant. Ça dépend des problématiques de l'enfant, hein. Il y a des enfants que ça effraie. Donc moi je pense que c'est pas utile forcément de présenter le grand méchant loup dévorateur pour que l'enfant répare sa peur. Il y en a qui vont prendre ça pour la réparer. Il y en a d'autres au contraire qui vont ancrer leur peur parce qu'ils sont dans une peur archaïque, parce que j'ai aussi une formation de psychologie. Donc c'est vrai qu'ils vont être ancrés dans une peur archaïque qui va au contraire les faire régresser. Je pense que je tourne toujours autour de ce désir, laisser prendre l'enfant, il sait lui-même ce qu'il veut ou pas. Le danger, c'est de l'imposer. Moi, je me rappelle de ma fille aînée qui a maintenant 16 ans. Elle est arrivée en école maternelle à 2 ans et demi. Et c'est vrai que la maîtresse, qui était un ange sur terre par ailleurs, a proposé à la classe le grand méchant loup comme lecture. Ma fille, elle, qui n'était sans doute pas disponible, pas prête, qui avait des terreurs nocturnes à ce moment-là, pour des raisons personnelles, elle a eu encore plus peur. Donc, elle ne voulait plus aller à l'école. Voilà, donc c'est à jauger tout ça. Merci Elodie. Isabelle? Bah, moi, je dirais un peu comme Catherine, c'est déjà dans cette question, c'est aborder la notion de la peur. C'est-à-dire aussi que on a une palette émotionnelle et les parents parfois ont peur de faire peur aux enfants, alors que la peur, il faut la contacter, elle fait partie de notre palette émotionnelle. On doit ressentir la peur, on a le droit de la ressentir et on a le droit à essayer de la comprendre. Donc, moi, je trouve que alors au-delà des figures emblématiques comme le loup, etc. Je crois que l'enfant, il rentre quand même davantage plus dans l'imaginaire. Et ça, c'est pas moi qui le dis, mais c'est Piaget ou ces psychologues qui disent que quand même la pensée symbolique, magique, elle arrive quand même plus à l'âge de 2 ans, 2 ans et demi. Moi, je trouve qu'avant, on peut aborder la peur à travers des histoires qui sont plus proches du quotidien. Parce qu'il y a plein de petites histoires qui racontent les aventures quotidiennes d'un héros. Et je crois que l'enfant, il a aussi besoin d'abord de bien connaître justement l'environnement dans lequel il évolue. Et ça se fait quand même beaucoup grâce aux imagiers, aux livres-jeux, tout ça. Et après, j'ai surtout l'impression souvent que en littérature jeunesse, ça rassure aussi plus les parents d'avoir un cadre dans l'histoire, donc d'avoir une histoire à raconter avec des personnages imaginaires parce que ils ont eu aussi cette habitude-là enfant, alors que en fait l'enfant il a surtout besoin de communiquer avec le livre et ça lui permet surtout d'interagir avec l'adulte. Donc moi je crois surtout à ça, je crois qu'il faut plus interagir, nommer, expliquer, mais en utilisant bien sûr l'objet qui est le livre, qui peut d'ailleurs aborder la peur même dans un imagier, hein. C'est bon support. Merci Isabelle. Michael? Alors, je rejoins exactement tout ce qui a été dit. Ensuite, c'est vrai que c'est pas toujours facile pour un enfant de pouvoir s'exprimer sur ce qui lui fait peur. Et je me disais que c'était intéressant par un système d'exposition progressive, un petit peu ce qui se fait en thérapie cognitivo-comportementale. En fait, c'est se dire finalement il y a quelque chose qui représente une peur et il y a plusieurs symboles qui pourraient être au sein même de cette peur. Et aujourd'hui, on a des livres jeunesse qui permettent de désacraliser les peurs des enfants. On a vraiment des livres, des loups qui sont tournés en ridicule, comme le faisaient les 3 petits cochons. Et on a des histoires qui aujourd'hui vont nous permettre d'aborder des sujets qui ont été figés dans la littérature, qui ont été des grands représentants de ce qu'était la peur. Et je pense qu'on peut arriver en discutant, en montrant des choses qui sont plus rassurantes, en désacralisant, en ridiculisant, à parler de ce qui fait peur. Par exemple, je vous ai donné l'exemple du loup, de se dire voilà, qu'est-ce qui te fait peur chez le loup? Est-ce que c'est les grandes oreilles ou est-ce que c'est les grandes dents? D'accord, mais regarde le renard, tu aimes bien les renards et pourtant c'est les mêmes. Il a les mêmes caractéristiques. Il a les dents pointues, il a les grandes oreilles. Alors pourquoi celui-ci te fait plus peur que l'autre? Et finalement, par la discussion, par la désacralisation, on peut essayer d'arriver à quelque chose d'intéressant. Excusez-moi, Céline, je peux rebondir sur quelque chose ou Oui, bien sûr, possible? oui. Je ne veux pas couper la parole. C'est bon, Michael, je peux rebondir, ça vous dérange pas? Oui, moi ça me fait penser, parce qu'on parle du loup, c'est souvent l'image du loup parce que de la dévoration. Et c'est vrai que, par rapport aux enfants, ils ont du mal quand même à faire
eux, ils ont quand même du mal. Je trouve que cette idée qu'ils arrivent à faire une représentation abstraite, ils collent beaucoup à leur affect, donc c'est dur aussi. C'est à nous, en tant qu'adultes, de mettre des mots sur leur mal-être, parce qu'on sait qu'un enfant qui va avoir peur, comme ma fille a eu peur, hein, c'est qu'à un moment donné, elle avait un souci, même s'il est passé, pour avoir aussi peur. C'est que justement, elle faisait pas la part des choses et qu'elle collait à ses peurs. Donc c'était archaïque, et c'est à l'adulte de poser les mots. C'est pour ça que ça peut être dangereux. Et donc, je suis d'accord avec Michael dans le sens où c'est très bien de désacraliser ces personnages dans ce cas-là. C'est pour ça que moi, j'ai écrit et lancé ma collection de contre-visités, notamment avec le premier loup, là, c'est un petit loup, c'est quasiment un bébé, qui lui a peur d'une petite fille qui a un téléphone portable. Tout simplement parce que je crois au transfert et qu'un enfant, il n'opère que comme ça, même avec ses parents, par identification. Et c'est que ça fonctionne très bien. Cette petite histoire, elle est simple, elle fonctionne très bien. Et donc, du coup, l'enfant, j'ai dit, ah, mais moi, je suis comme le petit loup, j'ai peur, moi aussi. Finalement, ce petit loup, ça pourrait être mon copain. Tout simplement. Voilà, c'est un exemple, je vous le donne. Comme ça, peut-être que ça parle plus facilement aux parents, enfin aux adultes référents qui écoutent. Voilà, je voulais rebondir là-dessus. Merci Élodie. Et Aurore? Moi, je suis aussi, je rejoins un petit peu tout le monde. Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'âge pour introduire les méchants entre guillemets. Après, quand on dit les méchants, je pense qu'aussi c'est beaucoup l'image que nous on peut avoir en tant qu'adultes et quelque part on transfère sur nos enfants. Tout à fait. Je suis pas sûre que l'enfant, le tout petit de 2 ans, en fonction de son développement, de sa sensibilité, il sache vraiment qu'un loup, oui, c'est vrai. Voilà, donc je pense que ça c'est important. Et puis après, on peut aussi lui proposer des livres. Je parle là pour les tout petits qui ont autour de 2-3 ans, de lui proposer des livres avec des loups entre guillemets gentils pour lui montrer qu'ils ne sont pas tous méchants. Ça peut être des livres comme C'est moi le plus fort, Ami, ami, le loup qui a peur de tout. Passage, voilà, des petites histoires rigolotes autour du loup, mais qui montrent aussi que le loup n'est pas forcément le méchant. Voilà. Merci Aurore. C'est vrai que toutes ces histoires, par contre, là c'est Élodie qui parle, ont été inventées et créées à un moment donné où l'adulte avait besoin d'asseoir son autorité quasiment par une forme de méchanceté, de peur. Hein. Elles sont peut-être plus tout à fait d'actualité, ces histoires, hein, quand même. Voilà, puisqu'elles font appel à la peur, la peur crue, même si je trouve ça aussi très bien que les émotions négatives s'intègrent, mais peut-être d'une autre façon, peut-être la façon de le faire. Voilà. Merci beaucoup Élodie. Je passe à la question suivante. Donc, mon enfant commence à lire. Quel choix de livre pour accompagner ses débuts? Alors, Aurore. Non, pardon, Élodie, excusez-moi, Élodie. Oui, quel choix de livre là, je ne sais pas, il y en a tellement la matière, je dirais qu'il faut aller dans une librairie. Voilà, moi, je ne vais pas vendre mes livres. J'ai une maison d'édition avec des livres pour les petits, donc avec des contre-visités, c'est EFA Édition. Donc, il y en a un peu chez nous et il y en a beaucoup partout et qui sont fabuleux où qu'on aille. Voilà, moi, je puise un peu partout pour mes enfants et j'ai puisé. Donc, j'aime pas trop donner de références en particulier parce qu'il y a plein d'auteurs et d'illustrateurs tellement fabuleux que je trouve qu'un parent, un grand-parent intéressé aujourd'hui, il va dans une médiathèque, dans une librairie, il trouve son bonheur largement. Voilà. Merci Élodie. Catherine? Alors oui, moi je suis tout à fait d'accord. C'est celui qui plaît, c'est la clé pour progresser hein, quand on est dans la lecture. C'est vraiment l'intérêt que l'enfant a pour l'histoire. Et en effet, moi j'ai toujours emmené mes enfants à la bibliothèque. Et ce qui est fabuleux dans les bibliothèques, c'est aussi le côté je peux prendre, j'ouvre, ça me plaît pas, je referme. Et on a ce côté j'essaye plein de fois. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très important. Et aussi, oser lui donner le livre et pas le forcer à lire jusqu'au bout. Donc, si c'est trop difficile pour lui, il est même de savoir à quel niveau il est. Et si c'est un livre, l'histoire peut être très compliquée, les mots très compliqués, mais l'histoire très, très prenante et il va aller au-delà des obstacles de lecture. Et inversement, un livre trop simple, ça ne va pas l'intéresser. Donc voilà, c'est lui-même qui, en choisissant et puis en faisant les essais, je pense, va pouvoir trouver le livre qui va le faire avancer. Je pense que voilà. Merci Catherine. Un livre qui lui plaît, quoi. Merci.
Aurore? Alors oui, moi je suis assez d'accord. En fait, je pense qu'on peut accompagner l'enfant en lui proposant d'aller dans une bibliothèque, d'aller dans une librairie, d'aller sur une plateforme chercher, par exemple, plein d'autres à tout kids, chercher des livres. Après, je pense que c'est difficile les lectures que nous, on va pouvoir imaginer pour notre enfant, ce ne sera pas forcément les bonnes. C'est-à-dire que l'enfant va choisir, lui, en fonction d'un thème, des illustrations, des couleurs. C'est lui qui va faire son propre choix, finalement. Donc, on aura beau l'orienter, je ne suis pas sûre que ce sera forcément le bon choix. Et pour ça, il faut vraiment que l'enfant puisse toucher le livre et voir si oui ou non il lui plaît, il lui donne envie d'aller un peu plus loin. Et je rejoins Catherine. Quand un enfant commence à apprendre à lire ou en tout cas à regarder des livres, je pense que c'est important aussi d'accepter que, bah oui, peut-être qu'il n'ira pas jusqu'au bout. Peut-être qu'il aura choisi ce livre-là, mais que finalement, bah, l'histoire ne lui plaira pas. Et ça, il faut savoir aussi l'entendre. Merci Aurore. Isabelle? Bah moi, ce que j'observe aussi de mon point de vue de maman et d'ancienne libraire, mais plus quand même de mon point de vue de maman, parce que j'ai surveillé enfin, de près du coup l'apprentissage de la lecture de mon fils qui a mis du temps à rentrer dedans. Parce que justement, il aimait trop qu'on lui raconte et qu'il se disait sûrement, elle me raconte tellement bien les histoires que je vois pas l'intérêt de les lire moi-même. Peut-être la peur aussi, hein, si je sais lire, ils me liront plus d'histoire. Bah, pourtant, on est justement, nous en tout cas, on met un point d'honneur là-dessus, c'est que justement le moment du livre, ça doit rester un moment sympa et on doit toujours continuer à raconter des histoires, même quand son enfant commence à lire tout seul, enfin au contraire. Et moi, ce que j'ai quand même observé, c'est que l'illustration, elle a quand même vraiment son rôle encore à cet endroit-là, et que finalement, ce qui s'approche peut-être le mieux de la lecture quand on commence à rentrer à lire, c'est la bande dessinée, parce que il y a quand même les vignettes, c'est simple à lire, c'est efficace. Je crois que voilà, je pense à Tom Tom et Nana, qui est même moi, je le lisais quand j'étais petite. C'est très simple et c'est court. Donc en fait, il y a aussi là-dedans quelque chose d'efficace pour l'enfant où il se dit, bah finalement, c'est pas si compliqué. Et puis c'est comme un chapitre, c'est assez rapide à lire. Et du coup, ça suscite l'envie de peut-être en lire une deuxième. Et il y a toujours ce rapport à l'image et au texte. Je trouve qu'aussi le, peut-être le paragraphe un peu trop gros peut aussi faire un peu peur, dire oulala, là là, il y a tout ça à lire. Alors que finalement, une petite phrase dans une bulle, ça attire plus l'œil avec l'image autour, quoi. Voilà. Merci Isabelle. Michael? Et alors, moi, ça sera à peu près la même chose, hein. Le bon livre, c'est celui qu'il choisit, même si bah, il ne peut pas le lire, ou elle ne peut pas le lire tout de suite, parce que bah, on choisit pas toujours ce qui est adapté à notre âge. Ça dépend de la façon dont, là, je parle en tant que libraire, mais c'est aussi ça dépend de la façon dont les librairies sont construites. C'est vrai que on a besoin de rendre, en tant que libraire, nos livres pour les petits accessibles. Je pense aux mamans qui vont en librairie et qui se font parfois, je l'ai vu faire par des collègues qui se font remettre à leur place parce que un enfant va traiter un livre un peu de manière un peu expérimentale. Il va le laisser tomber, il va le laisser par terre. Et c'est vrai que c'est important pour nous, les libraires, de comprendre que les enfants ont besoin de toucher, d'expérimenter, de trouver le bon livre et que, ben oui, les livres pour enfants, ils sont à un endroit. Faut que les libraires arrêtent de désacraliser ces livres pour enfants parce que, bah, de toute façon, on a toujours la possibilité de les retourner, même quand ils sont abîmés. Je pense qu'on a besoin d'arrêter de culpabiliser les mamans parce que c'est vrai que j'ai vu faire des choses tellement terribles quand j'étais en stage que je me suis dit que, en ayant ma propre librairie, il faudrait vraiment que toutes les mamans puissent aller chercher leurs livres et les enfants sans vraiment être culpabilisés de chercher. Et voilà. Merci Michael. Alors, la question suivante. Comment accompagner mon enfant dans le choix de ses lectures, sachant qu'il ne lit plus les livres de son âge? Alors, Isabelle. Alors moi, pour le coup, là-dessus, je suis complètement détendue parce que je crois que mon fils, il a jamais lu de livre qui devait correspondre vraiment à son âge. Donc là-dessus, je l'ai toujours laissé explorer en fonction
Moi, je suis toujours partie de ce qu'il était lui et de ce qu'il aimait. Donc, voilà, si je sens qu'il est plus passionné par la Seconde Guerre mondiale, un exemple pas du tout au hasard, voilà, j'ai trouvé une série de bande dessinée qui s'appelle Les Enfants de la Résistance, qui est absolument géniale et qu'il a lu du coup, je crois on dit que c'est pour les enfants de peut-être de 10 ans, je crois, ou quelque chose comme ça. Bon, bah, moi, il a 8 ans et il a commencé à les lire à 7 ans. Donc, pour moi, c'est vraiment c'est tout ce qu'on s'est dit juste avant ça. C'est encore une histoire de goût, encore une histoire de connaître son enfant, voilà, ses goûts, ses envies, et puis de lui proposer, que ça soit dans une bibliothèque ou dans une librairie, des livres qui pourraient correspondre à ses envies, à ses passions du moment. Voilà. Merci Isabelle. Catherine? Alors moi, je dirais que, en effet, il faut accompagner. Enfin, c'est pas son choix qu'il faut accompagner parce que lui, il va choisir. Ce que j'entends en fait derrière cette question, c'est plutôt la préoccupation des parents en se disant ouais, mais si c'est quelque chose qui va le choquer, le traumatiser pour une raison ou pour une autre. Et là, je pense que c'est pas le choix qu'il faut accompagner, mais c'est l'enfant lui-même. C'est-à-dire que ensuite, on en a parlé avant, le livre finalement c'est aussi un outil et c'est un outil de communication. Et donc finalement parler du sujet qui peut être gênant, je sais pas, sur la Seconde Guerre mondiale, c'est quand même un sujet fort. Il y a des morts, il y a beaucoup de choses. Donc c'est important de finalement utiliser le livre pour ouvrir la discussion et voir comment lui, il a géré cet éventuel traumatisme. Il faut aussi voir que c'est souvent aussi les parents qui projettent leur peur et que lui n'a pas vu telle ou telle chose ou il l'a pris d'une autre manière. Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment de faire du lien, en fait, de faire du lien avec son enfant, avec le livre. Je peux rebondir juste là-dessus. C'est vraiment quelque part ce qu'on se dit là par rapport au sujet de la Seconde Guerre mondiale ou d'un sujet un peu fort comme ça. Effectivement, le livre, il a quand même vraiment la possibilité d'entrer en dialogue avec l'enfant parce qu'on peut s'arrêter, parce qu'on est ensemble. Enfin, moi, je les ai lus avec lui et j'ai adoré. Par contre, quand on est devant un écran et qu'on regarde, par exemple, je sais pas moi, un dessin animé ou un film avec une certaine violence, eh ben, on se la prend tout de suite dans le visage et on n'a pas forcément le recul. Alors que le livre, il permet ça, il permet de s'arrêter, de revenir, de discuter. Donc c'est vrai que c'est pas pareil, quoi. En tout cas, on peut parler peut-être, on peut oser peut-être plus de choses aussi grâce au livre. Oui. Merci Isabelle. Élodie? Oui, ben moi, je n'aurais pas trop de choses à rajouter. Mais non, c'est une question un peu, je dirais, on peut mettre tout ce qu'on veut dedans. C'est toujours délicat. C'est comme le premier livre que l'on présente, c'est la même passerelle. Après, quand est-ce qu'il faut présenter le premier livre? Quand est-ce qu'il faut changer de livre, présenter des plus durs, des plus graves, des plus légers, des plus pour les plus âgés? C'est toujours à l'enfant de se sentir prêt, de choisir, finalement, de laisser manipuler, parce que ça, je suis vraiment pour la manipulation aussi, et de l'amener surtout à vouloir manipuler, je crois, pour qu'il choisisse. Alors, si l'enfant est bloqué, on peut toujours lui présenter plusieurs ouvrages, du coup. Et puis, si ça se trouve, il ne prendra pas encore une fois celui que l'on croit qu'il devrait prendre. Ça se trouve, il prendra un qui sera en dessous de son âge, alors qu'on croyait que nous, qu'il allait passer de par son âge à un stade supérieur. Il y a des enfants qui savaient très bien lire, que je vois, qui sont en milieu défavorisé. Je pense à un enfant et qui a un très très bon niveau de vocabulaire, de langage. J'étais persuadée qu'il acquérait l'envie, en tout cas, de passer au roman ado à 12 ans. Voilà, mais pas du tout, absolument pas. Il a même eu peur, il a redemandé, il dit je veux beaucoup plus d'images. Finalement, je me rends compte que j'aime beaucoup les dessins. Donc ça veut rien dire. Donc il faut lui autoriser ce temps pour qu'il puisse peut-être du jour au lendemain lire en effet un livre documentaire sur la Seconde Guerre mondiale, les histoires vraies. J'aime beaucoup cette collection, c'est
c'est vrai. Je parle là, je pense, surtout aux pré-ados et aux ados, ça peut être bien, c'est romancer comme il faut pour accéder voilà, à des pans vrais de l'histoire et de la vraie vie aussi. Parce qu'il y a des livres aussi qui sont étudiés, je ne parle pas pour rien des histoires vraies à un moment donné de l'âge charnière entre l'enfance et la première adolescence, qui sont étudiés aussi pour garder une certaine romance, une certaine réalité enrobée peut-être, pour amener à des vérités plus crues, plus graves que certains enfants n'ont pas peut-être envie de recevoir de façon totalement documentée et plus rationnelle. Voilà. Merci Elodie. Michael? Alors, c'est vrai que moi, ma librairie, en tant que libraire, ma librairie représente parfois l'angoisse des parents parce qu'il n'y a pas de classification par âge et que moi-même, je n'ai jamais classifié par âge. Alors, c'est un champ de littérature de manga qui est très difficile à classifier parce que finalement, quand ce qu'on regarde au Japon, c'est pas classé par âge, c'est classé par genre. On a les mangas pour les filles, les mangas pour les garçons, et il y a cette classification de dire il y a des mangas aussi pour les adultes qui sont une troisième classification différente. Et c'est vrai qu'on n'a pas le réflexe, et moi vraiment je n'ai absolument jamais le réflexe de dire voilà, ça peut se commencer à partir de tel âge, parce que c'est très difficile. On a un champ de littérature qui est très difficile, et plutôt que d'âge, moi je vais parler de sensibilité. Alors ça nécessite un médiateur, forcément, lorsqu'un parent arrive dans notre librairie, choisir seul, à part en rayon jeunesse, où les éditeurs jouent le jeu et jouent parfois trop le jeu de marquer un âge précis. Là aussi, il y a plusieurs avis, mais j'aime beaucoup discuter, ce qui fait que ça implique forcément un lien, pour te demander finalement, voilà, les sujets que traite ce livre, voilà les sensibilités de ce livre. Est-ce que, voilà, c'est à vous de faire le choix, non pas par rapport à son âge, mais par rapport au sujet, aux thématiques, à la manière dont c'est traité, à la manière dont c'est exposé ou la manière dont c'est insinué. C'est à vous de choisir. Et c'est vrai que je trouve que c'est pas à l'éditeur de prendre cette responsabilité, même s'il doit effectivement mettre des frontières. C'est pas au libraire de prendre cette responsabilité. C'est malheureusement à la personne qui connaît le mieux l'enfant de choisir, et c'est le parent et l'enfant, évidemment. Alors, je me permets juste de rebondir parce que c'est vrai que, alors moi, je suis exactement comme Michael, moi, les âges, enfin bon, bref, il y a tellement de personnes différentes. Bref, il y a les enfants en avance, il y a les enfants bloqués, il y a les enfants qui ont envie, qui savent même pas lire, mais qui prennent des livres de plus grands, mais c'est pas grave. Voilà. Mais par contre, c'est vrai qu'en tant qu'éditrice, par contre, j'étais tellement confrontée, comme dans mon métier d'orthophoniste, finalement, ça à des parents que ça rassurait. Je comprends très très bien d'être orienté par des âges. En fait, c'est pour le parent, pas pour l'enfant. Hein. C'est la plupart du temps le parent qui en a besoin, enfin l'adulte qui accompagne, soit dans une librairie, soit chez l'orthophoniste. Ah oui, mais voilà, pour quel âge je dois lui prendre ce livre alors, puisqu'il n'arrive pas encore à lire, puisqu'il lit mieux que ce qui serait attendu dans la norme de son âge, parce que moi je parle toujours de norme et jamais de normalité, puisque je pense que la normalité, ça n'existe pas, on doit juste rentrer dans des normes, et bien heureusement, ça fait partie de l'évolution de ce siècle de penser humainement comme ça. Donc nous, on a été obligés, voilà, j'ai cofondé cette maison d'édition avec mon époux, donc c'est vrai qu'on a été amenés à être obligés, voilà, par exemple, le petit loup à partir de 3-4 ans. Et on m'a dit, oui, mais jusqu'à quand? Alors vous dites, c'est incroyable que, bon, certains parents, ils en ont besoin. Donc voilà, donc finalement, on l'a mis entre 3, 4, 7 ans, mais c'est qu'une orientation. Voilà, voilà, donc c'est pour revenir à ça, peut-être préciser. En fait, c'est l'adulte qui a besoin des âges. J'ai jamais vu un enfant qui disait est-ce que c'est pour moi ce livre, est-ce que c'est non, l'enfant il y va, il manipule, il ouvre et d'emblée il sait ça va lui convenir, pas lui convenir, ou il va dire tu peux me lire l'histoire, tu peux me la raconter, ah non j'aime pas, ah non les dessins j'aime pas, ah, j'adore c'est beau, voilà c'est beaucoup plus simple. Enfin, moi c'est mon retour d'expérience sur des centaines d'enfants, voilà. Merci et de parents. Elodie. Je passe à une autre question. Donc, mon ado a découvert les mangas et les BD, il ne lit que ça. J'ai peur qu'il ne lit plus de romans normaux, et si j'en empêche, j'ai peur qu'il ne lit plus du tout. Dois-je m'inquiéter? Alors, Elodie, justement. Sans transition. Non, surtout pas s'inquiéter. Hein. La lecture, c'est n'importe quel support, même une brochure dans un avion. On peut tout lire. Quand on aime lire, on lit tout. Voilà, selon ses centres d'intérêt. Voilà, c'est déjà très bien. De toute façon, j'avais répondu déjà par écrit, c'est vrai, à cette question. C'est que c'est déjà très bien que l'enfant ait un domaine de prédilection, un support qu'il préfère. Ça ne doit pas être le nôtre. De toute façon, c'est le sien.
Moi, j'ai vu mon parcours déjà personnellement, ou celui de mes enfants, ou celui des autres. Il y a des enfants qui adorent la BD, qui un jour vont l'abandonner, qui vont y revenir. Voilà, comme le manga. En plus, sachant que ça, c'est un domaine qui attire beaucoup de public adulte, hein, le manga et la BD. Donc, je dirais, c'est tout à fait quelque chose à conserver. En plus, ce sont des mondes totalement fabuleux. Ils sont très, très riches c'est un système de pensée, de construction totalement différent de celui du roman, de celui de la nouvelle. Donc, c'est très, très bien, même pour l'intelligence de l'enfant, de pouvoir s'adapter à cette façon d'appréhender une histoire. Parce qu'il s'agit en fait d'appréhender une histoire. C'est juste le support qui change, la présentation. Merci Elodie. Isabelle? Moi, je trouve ça génial. Je trouve ça super d'aimer lire des bandes dessinées, des mangas. À partir du moment où l'ado lit, c'est super. Et pourquoi pas plutôt l'encourager là-dedans et lui proposer encore des mangas et encore des bandes dessinées. Je crois que encore une fois, c'est une histoire de rassurer les parents. En fait, c'est vraiment ça, quoi. Parce que je repensais aussi à ce qu'on se disait à la question précédente. Et moi, souvent, en tant que libraire, j'étais confrontée souvent à ça avec les parents. C'était est-ce que je peux, prendre ce livre-là? Est-ce que vous avez des histoires pour un enfant de, je sais pas moi, de 1 an? Donc, j'étais là, bah oui, j'ai des histoires, mais après, vous savez, lui, l'enfant, ce qu'il aime, c'est le moment qu'il partage avec vous, hein. Donc, je présentais, il y a un livre que j'adore pour les tout petits, c'est le livre de l'hiver, le livre de l'été, enfin, c'est de Suzanne Peters. Ouais. C'est assez génial parce que vraiment il y a une interactivité, enfin une interaction dans ce livre qui correspond à plein d'âges différents en fait. Ouais, c'est Je génial. disais, mais ce livre-là, vous le commencez maintenant, vous savez pas quand est-ce que vous le terminerez, hein. Peut-être encore à 7 ans, votre enfant sera dessus à s'imaginer des histoires avec les personnages. Mais encore faut-il lâcher prise, quoi. Je pense qu'il y a un truc où il faut que les parents lâchent prise et se disent, mais faire confiance à son enfant, le laisser s'aventurer comme il veut dans la littérature. Et en plus, ça peut lui donner aussi envie de dessiner. Alors, la bande dessinée et les mangas. Super. Oui, je suis d'accord par rapport à ce lâcher prise. Je pense que c'est très important de le souligner et de laisser l'espace à son enfant parce qu'à travers, évidemment, c'est jamais innocent d'avoir un enfant, hein. D'abord, ça fait très plaisir au départ, hein, même si ça peut être très embêtant par moments, je le comprends, puisque ça nous force toujours à grandir, à être adulte. Donc, l'enfant nous renvoie toujours ce qu'on veut plus être ou pas être ou ce qu'on voudrait être. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à toujours projeter ce qu'on voudrait sur notre enfant, lui dire, bon, bah, écoute, lui, c'est lui. Il prend ce qu'il veut. Et finalement, c'est vrai qu'on obtient plus de résultats en lâchant en plus, hein. On sert plus notre intérêt désintéressé quelque part. Si on lâche, on laisse venir l'enfant, mais on va avoir une gratitude incroyable. Voilà, c'est bien ça. Ça me fait bien, Nico. Je trouve ça sympa. Voilà, on a bien avancé dans la discussion et voilà. Donc oui, c'est très intéressant. Et Michael, Oui, un avis plutôt favorable. Voilà, ce serait compliqué de dire ne lisez pas de manga, mais c'est vrai que, en tout cas, en tant que librairie manga, c'est vrai que pour parfois accompagner les parents et parfois accompagner les ados, on va essayer de trouver, on a la chance que le manga soit une culture qui est plurimédiatique. Alors c'est vrai qu'il y a des enfants qui adorent regarder des dessins animés qui sont tirés de manga, il y en a qui veulent jouer avec les jouets, il y en a qui veulent lire les mangas, et en fait, il y a des jeux vidéo qui sont adaptés aussi de même manga, et donc finalement on a plusieurs portes d'entrée. Et c'est vrai que parfois pour certains parents qui sont angoissés à l'idée que les enfants ne lisent que des mangas, je leur conseille d'aller voir vers le champ de la littérature ado, qui est celui du manga. Il y a quelque chose qui s'appelle les light novels, en fait, qui sont au Japon des romans qui sont inspirés de mangas. Donc, ils vont reprendre un système de texte assez simple. Pourquoi ça s'appelle light? Parce qu'en fait, au Japon, en tout cas, il y a les caractères sont les caractères qui sont utilisés. Il n'y a que des kana, il n'y a pas de kanji, il n'y a que des caractères qui sont plus simples. Et donc, finalement, la traduction est quelque chose de plus simple. Et en fait, ça permet d'entrer dans ce même univers qui est celui du manga, mais à travers un roman, alors qui n'est pas certes de la littérature classique. Il y a beaucoup de parents qui lorsqu'ils m'en parlent, déplorent le fait que leurs enfants ne lisent pas de littérature classique. Mais ça reste de l'écrit, ça reste du texte accompagné d'images sans être de la bande dessinée.
Et c'est vrai que parfois, ça peut être une porte d'entrée ensuite vers des œuvres plus conséquentes avec un peu plus de texte. Et je pense aussi à tous les. Bah, là, j'apprends aujourd'hui enfin, je rencontre aujourd'hui Catherine et le livre de Catherine, du coup, que je ne connaissais pas et que je serais ravi d'avoir en rayon, du coup. Mais effectivement, ce genre de livre est parfait pour nous, pour pouvoir faire le lien avec, voilà, le manga, c'est quelque chose, mais on peut le retrouver aussi avec des mots dans des choses plus romancées. Ouais. En tant que maman, moi, je peux dire un petit peu, je pense que je comprends un petit peu l'inquiétude. Moi, c'était plus ma fille lisait de la littérature classique et elle a rencontré les mangas. Et c'est vrai que la première inquiétude que j'ai eue, c'est terminé, elle va plus lire. Alors avec maintenant plus d'expérience que sur le moment, c'est vrai que j'ai eu très très peur. Donc c'est quelque chose qui m'inquiétait quand même en me disant c'est tout, elle abandonne la littérature classique et elle part dans les mangas et c'est terminé. Mais en fait, pas du tout. Donc elle continue, au contraire, les mangas ouvrent aussi vers la littérature classique. Et s'intéresser un peu à certains auteurs qu'elle aurait peut-être pas lu non plus si elle n'avait pas lu le manga avant. Donc oui, avec plus de recul, je peux dire maintenant, pas d'inquiétude. Merci Michael. Catherine? Alors, moi, je rebondis. Du coup, il y a aussi toute une collection de mangas que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps qui reprend les grands classiques. Donc, genre John Eyre, enfin, les trucs vraiment le lourd, quoi. Et on retrouve en manga et c'est vachement bien fait et vraiment, enfin, moi j'ai été très agréablement surprise. Donc voilà, donc il faut arrêter de penser que manga, BD, enfin en France quand même, on a énormément de BD et des BD qui sont fabuleuses, quoi. Enfin, moi j'ai pleuré sur les carnets de cerises. Donc, faut pas. C'est pas, à mon avis, c'est pas un sous-genre. C'est une autre manière d'aborder l'écrit. Et il faut voir en fait ce que cache la question. C'est-à-dire, est-ce que finalement, c'est pas une peur de ne pas être, comme tu disais, est-ce que c'est pas une peur de lâcher quelque chose de plus lourd, de plus sérieux, de plus. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est juste une autre manière. C'est quelque chose de peut-être un peu plus ludique. Il y a des images, ça rappelle comme quand on était petit, mais en même temps, il y a des sujets qui peuvent être aussi très sérieux, les enfants de la résistance, c'est aussi, c'est pareil, c'est une BD quand même, mais on a des sujets extrêmement sérieux. Donc il faut quand même voir que la BD et les mangas ont vraiment leur rôle à jouer aussi dans l'approche de l'écrit. Et que Oui, c'est pas l'un ou lié l'autre, l'un et pour le l'autre. parent à la non-connaissance, en fait, je Oui, pense. voilà, exactement. Je pense que c'est plutôt ça. C'est des préjugés qu'on peut avoir sur la BD. Merci beaucoup, Catherine. Je passe à l'avant-dernière question. Donc, quel livre pour parler avec mon enfant de l'acceptation de la différence? Donc, Aurore. Bah, On n'a pas beaucoup. il y en a tellement, en fait, je pense que tout dépend de l'âge enfin, de l'enfant et puis de quelle différence on veut parler. Est-ce qu'on veut parler de l'acceptation de soi? Est-ce qu'on veut parler de la différence culturelle? Est-ce qu'on veut parler de l'acceptation parce qu'il y a des petits copains à l'école pour qui ça se passe mal? Ou est-ce que c'est parce que pour lui ça se passe mal? Du coup, des livres qui parlent de la différence, il y en a plein et ça commence vraiment pour moi dès le plus jeune âge, là encore, avec des petits livres très simples comme Petit pois carotte, Splatch, au début il y avait 3 couleurs. Enfin, la liste pour moi elle est vraiment longue. Tout dépend en fait aussi de quoi on veut parler exactement, parce que je pense que sous l'acceptation de la différence, il y a beaucoup de sujets et que tout dépend de quoi on veut parler réellement à notre enfant. Merci, Aurore. Michael? Alors, d'un point de vue manga, j'avais sélectionné quelques références. J'avais pensé à un manga qui s'appelle Perfect World, qui lui traite de handicap et de tomber amoureux en étant qu'une personne valide et une personne handicapée. Et j'ai trouvé que on avait reçu l'auteur, on a eu la chance de recevoir l'auteur et je trouvais que c'était un manga qui le faisait avec beaucoup de délicatesse, puisqu'il y avait cet abord de handicap, mais en même temps d'histoire d'amour et de la résilience qu'on pouvait avoir. Et c'est un manga qui est adapté pour à partir des ados jusqu'à l'âge adulte. Ensuite, il y a le très 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 médiatisé, mais du coup c'est important d'en parler aussi, qui est A Silent Voice, qui est adapté au cinéma et qui parle
d'une jeune fille qui est sourde et muette et qui intègre une école où elle va être au tout départ, puisque c'est le Japon, hein, c'est le Japon où il y a des gros problèmes de harcèlement dans les écoles. Elle va être au départ accueillie avec le sourire par tous ses camarades et finalement, ensuite, elle va être harcelée par toute la classe et finalement, quand il y a un enfant qui va transgresser, qui va la pousser, ça sera cet enfant qui sera vraiment mis sur le fait, qui sera puni, qui sera vraiment socialement rejeté. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'on va les suivre ensuite à l'âge ado pour voir ce que tous ces enfants sont devenus. Et ça traite vraiment du rejet de groupe, un rejet groupal qui finalement qui est internalisé par tous et finalement ça permet d'en discuter et c'est hyper intéressant pour les ados, encore une fois. Et j'en avais noté un troisième que je n'oublie pas. La dame. Oui, c'était Éclat C'était Éclat qui lui parlait de coming out. Et c'est vrai que c'est encore un sujet difficile lorsqu'on est ado. Et c'est une série qui est très courte, qui est en 4 tomes et qui parle d'un gamin qui qui découvre sa propre homosexualité. Et en fait, ce qui est très drôle, entre guillemets, en tout cas très cocasse dans celui-ci, c'est que finalement la plus grande homophobie va pas venir des autres ados ou va pas venir des autres personnes qu'il va rencontrer, mais de lui-même, parce que finalement il va trouver un environnement, une maison où tout le monde peut discuter, où il y a plusieurs personnes de plusieurs spectres identitaires et sexuels, et finalement c'est là où tout le monde va lui dire mais c'est ok, ici tout va bien, tu es accepté, ben lui il va pas du tout accepter. Et je trouve que voilà, le manga, ça peut être aussi une manière d'aborder des sujets assez difficiles, des sujets de diversité et d'acceptation avec beaucoup de justesse. Merci, Michael. Catherine? Alors, comme disait Michael, en effet, acceptation de la différence, il y en a énormément. Alors moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est bien sûr Wonder, donc un enfant qui est un peu difforme et qui va devoir être accepté enfin, il va aller à l'école et donc il va devoir être accepté dans l'école. J'ai lu aussi récemment Un peu plus près des étoiles. Ça, c'est sur des personnes qui sont défigurées. Parce que voilà, ils ont eu des soucis, c'est des grands brûlés ou des personnes comme ça. Et donc, quel est le lien qu'on peut avoir avec une personne qui n'a plus de visage? Donc, il y avait aussi beaucoup de réflexions là-dessus. Sur la grossophobie, je conseille Les Petites Reines. Les Petites Reines, c'est délicieux, c'est un feel-good, ça. Clémentine Beauvais, elle a ce don d'utiliser des choses qui sont quand même un peu dures, parce que là aussi, on est sur du harcèlement, mais elle a ce côté un petit peu léger qui permet finalement de comprendre et puis de réfléchir sur ces problématiques-là. Et puis, il y en avait un autre qui n'est pas vraiment sur l'acceptation de la différence, mais qui permet un petit peu de balayer toutes ces différences-là. C'est Sauveur et Fils de Mario de Muraille. On se retrouve en fait dans le cabinet d'un psychologue et on voit défiler finalement une galerie de personnages qui ont tous des problèmes. Et de ce fait, on a finalement... Pour chaque problème, on a comment est-ce qu'il le gère, comment est-ce qu'il le voit. Et finalement, ça permet à l'adolescent finalement de se dire, moi j'ai peut-être ce problème-là, cette acceptation de différence-là, mais il y en a d'autres aussi. Et je trouve que c'est aussi intéressant de lire. En plus, Sauveur et Fils, c'est assez... c'est pareil, c'est assez léger. Et je les mets aussi dans le côté feel good. Voilà. Donc moi, c'est plutôt littérature ado. Pour les tout petits, je fais confiance à Aurore. Merci Catherine. Isabelle? Moi, du coup, je vais me mettre un peu dans l'entre-deux parce qu'effectivement, l'acceptation de la différence, Aurore en a cité quelques-uns, mais bon, il y en a tellement, quoi. Hein. Petit bleu, petit jaune. Qu'on avait cité toutes les deux, je crois d'ailleurs aussi. La petite casserole d'Anatole, c'est tellement adorable. Oui, il y en a plein. Après, moi, je vais du coup plus, je pense à une illustratrice et une auteure que j'affectionne particulièrement et qui était venue il y a plusieurs années dans ma librairie. C'est Béatrice Alemania, qui est, enfin, moi, je trouve une super artiste. Et elle évoque cette idée de la différence. Déjà, elle a un best-seller que je pense qui a été traduit dans le monde entier. C'est quoi un enfant? Et du coup, dans ses illustrations, c'est toutes les têtes d'enfants dans le monde entier,
on peut être différent physiquement. Donc ça, c'est vraiment un livre qu'on peut aborder avec les petits, justement, pour montrer qu'on peut être tous différents, on n'est pas tous pareils. Et c'est très bien. Et elle a une trilogie comme ça de 3 livres. C'est Le merveilleux dodu velu petit, Le fabuleux destin d'Harold Snipper ou Pinter, Snipper je crois, et Un jour de rien. Ces 3 livres-là, ils racontent la difficulté de ces 3 personnages qui n'ont pas du tout confiance en eux, qui se sentent nuls, qui se sentent pas comme les autres en fait, et qui vont à travers chacun leur histoire, finalement se rendre compte de leur différence et de leur force en fait. Et je trouve que c'est de jolies histoires sur justement comment gagner confiance en soi et comment accepter sa différence. Mais sa différence, on est tous différents, quoi. Donc voilà. Petit clin d'œil à cette illustratrice que j'aime bien. Merci Isabelle. Et Elodie? Oui, bah écoutez, moi je vais un peu passer mon tour parce que je peux pas, j'arrive pas à me recommander un auteur en particulier. Il y en a tellement et quelque part tout livre parle de différence en fait. Toutes les histoires parlent de différence. À part qu'il y en a qui mettent, c'est vrai, plus voilà une lumière et qui sont faites de façon beaucoup plus poétique, philosophique, beaucoup mieux illustrée et elles ciblent précisément ce sujet-là. Après, en effet, il y a tellement de différences. Il y a la différence de couleur, il y a la différence par le handicap. Moi, j'ai travaillé pour la page 06, donc l'antenne pour le handicap avec les enfants malentendants. Il y a beaucoup aussi de handicap invisibles qui font des différences, qui sont encore d'autres différences dont souffrent les enfants qui ne sont pas toujours compris, pas toujours respectés. Donc, il y a aussi des livres qui parlent de ces handicaps qu'on ne respecte pas forcément parce qu'on demande toujours plus à l'enfant, parce qu'on lui dit souvent toi, tu peux, regarde, t'es normal, voilà, de ce mot normal, je ne vois pas en quoi tu es handicapé. Enfin, je l'ai entendu souvent, ça, sur des années, 5-6 ans quand même. Et donc, il faut expliquer même à l'enseignant, à l'environnement parfois, sans qu'il soit méchant au départ. C'est de la méconnaissance, hein, comme vous disiez, Céline, tout à l'heure. Donc, voilà, la différence, c'est surtout à l'adulte qu'il faut l'expliquer, hein, parce que l'enfant, lui, il l'a intégré. Parce que souvent, c'est l'enfant qui se sent très différent dans un monde d'adultes qui lui demande d'être uniforme. Moi, je recommencerai aussi par là, par redire à l'adulte que non seulement il faut lâcher prise, mais il faut arrêter d'en demander autant aux enfants. Et je pense qu'après, on peut choper n'importe quel bouquin. Sinon, les contes ne parlent que de différence depuis la nuit des temps, en fait. Voilà, on va chercher un peu. Voilà. Merci Elodie. Alors, toute dernière question avant de se quitter. Quel type de livre pour les enfants ados sur les sujets philosophiques? Donc, Aurore, pour les plus jeunes peut-être. Oui, alors moi, j'aime beaucoup ce livre de Jostienne Gardeur qui est Je me demande et je trouve que c'est un petit livre qui aborde plein de sujets philosophiques de manière vraiment adorable. Les illustrations, elles sont vraiment très jolies. Donc, si je devais en conseiller un, ce serait celui-ci. Merci Aurore. Isabelle? Alors moi, je crois que j'avais pensé encore à une illustratrice que j'aime bien. C'est Anne Herbeau qui elle, traite beaucoup dans ses histoires de cette idée de temporalité. Donc, elle parle beaucoup du temps, de l'existence. Donc, c'est des vraies questions et elle, vraiment, elle aborde justement des questions philosophiques dans ses livres. Donc, j'orienterai vers elle. Et puis, après, je pensais à quoi d'autre en roman, plutôt pour les plus grands. Pourquoi je pensais à Roald Dahl? Philo, non. Non, non, Non. Ouais, non. Je pense que j'étais vraiment bloquée sur Anne Herbeau, hein. C'est vraiment elle qui me parle pour cet âge un peu d'entre-deux, pas forcément ado, mais entre 5 et 10 ans, dira-t-on. Voilà. Merci Isabelle. Michael, en manga? Alors pour les ados, on a de la chance d'avoir des collections de philosophie. En fait, on a des œuvres de philosophie, comme le disait Catherine, pour les œuvres jeunesse ou ados, qui ont été adaptées en manga. Et il y a 2 éditeurs qui l'ont fait. Il y a Soleil et
et également Kurokawa. Et il y a des concepts qui sortent très régulièrement. On a des œuvres classiques comme les frères Karamazov, on a Crime et Châtiment, et puis ensuite on peut avoir d'autres concepts philosophiques qui sont plutôt bien réalisés. Ils sont faits de manière intelligente pour qu'un ado qui lit du manga puisse le suivre de manière efficace. Et très récemment, on a eu un manga qui est assez intéressant qui s'appelle Dans les pas de Nietzsche, où il y a une jeune femme qui assiste impuissante à son petit ami qui la trompe, et en fait elle va rencontrer un jeune homme qui est en fait la réincarnation de Nietzsche. Pourquoi? On ne sait pas. Mais en tout cas, à travers ce questionnement, qui est un questionnement sur un manga qui peut avoir des allures plutôt romantiques, va poser les bases de concepts philosophiques, et c'est plutôt bien fait, et du coup à destination plutôt des jeunes filles au Japon, mais nous on le conseille à tout le monde évidemment parce que voilà. C'est vrai, c'est bien fait. Étonnant. Et pour terminer, Elodie? Oui, bah écoutez, moi je pense à un petit livre sympa, mais c'est pas forcément pour l'ado, c'est la pré-ado, je sais pas. Mais j'arrive pas à retrouver l'auteur là dans la tête, j'ai pas noté. Il s'appelle Robert, c'est l'histoire d'un petit mouton qui voudrait absolument être chien. Et surtout chien de berger, donc c'est très rigolo, c'est génial, j'ai adoré ce bouquin. C'est un petit roman que j'ai adoré lire moi-même. Ma fille l'a adoré, elle a 12 ans, donc vous voyez, ça peut être proposé. Il y a beaucoup d'humour et beaucoup de notions philo en fait qu'on peut traiter à travers ça, la hiérarchie, le fait de croire que l'herbe est plus verte ailleurs, le fait de ne pas accepter son identité, le fait de la rivalité avec les clôtures, voilà, le fait de compter ses moutons dans son propre troupeau. Ah, moi j'ai un plus beau, lui j'ai un plus nombreux. Voilà, est-ce qu'il est plus beau parce qu'ils sont plus nombreux. Enfin, c'est très très sympa. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Il y en aurait des dizaines à citer. Voilà. Merci beaucoup, Elodie. Donc voilà, arrive la fin de cette table ronde. Je vous remercie tous de votre participation. Merci de nous avoir donc aussi écoutés. À la fin, on mettra une petite bio pour les livres. Hein, donc merci en tout cas de tous vos conseils. À très bientôt dans l'émission Feel Good. Énorme, merci. Merci à tous. Au revoir. Merci à Au tous. revoir. Au revoir. Au plaisir.